Mardi 14 décembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame sa visite en Tunisie demain, au moment où la suspension du Parlement tunisien prolongée et où le président Kais Saïed annonce une série de consultations populaires. Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite se dit prête à reconnaître l'entité sioniste sous condition. Les détails dans ce journal. Santé, le variant Omicron fait sa première victime au Royaume-Uni. Le premier cas a été détecté en Algérie. Économie, les startups mises à l'honneur à la foire de la production algérienne. On en parlera avec notre invité Sid Ali Zerouri, directeur général de Algerian Venture. Ce mardi, le monde commémore une date très importante pour les peuples opprimés. Il s'agit du 61e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, au moment où le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, attend toujours son référendum d'autodétermination. Mohamed Amina Berkane. Depuis plus de 40 ans, le peuple sahraoui attend de l'ONU et de son Conseil de sécurité qu'ils assument leurs responsabilités et mettent en œuvre leurs propres décisions concernant ce territoire, par l'organisation d'un référendum d'autodétermination conformément à la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux. Le Sahara occidental, territoire non autonome inscrit comme tel par les Nations Unies en 1963 et qui avait fait l'objet en 1991 d'un plan de règlement qui prévoyait de permettre au peuple sahraoui d'exprimer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance conformément à la résolution 1514, reste l'exemple le plus frappant de la violation de la charte de l'ONU. Les luttes de libération menées par les peuples d'Afrique et d'Asie ont largement contribué à l'adoption de cette résolution, alors que la guerre de libération qui se déroulait en Algérie rapportait quotidiennement aux Nations Unies les atrocités du colonialisme et les actes de bravoure du peuple algérien contre le colonialisme et sa détermination à l'éradiquer. La déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays-peuples coloniaux reconnaît par ailleurs que le non-accès au droit à l'autodétermination des peuples et des territoires coloniaux constitue un foyer de tension qui menace la paix et la sécurité internationale. Cette résolution a prévu les modalités et voies juridiques pour permettre aux pays sous domination coloniale d'accéder à la souveraineté. Elle constitue la seule voie pour épargner à l'humanité les affres des conflits armés, de l'injustice et de l'oppression et de permettre à tous les peuples de vivre dans la paix, la prospérité et l'harmonie. Nous le disions en titre, suspension du Parlement prolongée en Tunisie. Le président tunisien Kais Saïed a aussi annoncé une série de consultations populaires portant notamment sur des amendements constitutionnels et électoraux. Les détails avec Souhila Akilal. Il n'y aura pas de retour en arrière. C'est avec ces mots durs que le président tunisien Kais Saïed s'est adressé à ses détracteurs avant d'annoncer la prolongation de la suspension du Parlement jusqu'à la tenue de nouvelles élections législatives. Le président tunisien a également annoncé l'organisation à partir du 1er janvier d'une série de consultations populaires portant notamment sur les amendements constitutionnels et électoraux.
يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 من شهر جويلية تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية. Qaïs Saïed a par ailleurs annoncé la tenue d'élections législatives le 17 décembre 2022 sur la base d'une nouvelle loi électorale. ينظم انتخابات تشريعية إن شاء الله تعالى وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 من شهر ديسمبر من سنة 22 و2000 أي بعد حوالي عام من الآن بعد الاستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم إدخالها خاصة على القانون الانتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى. Après des mois de blocage politique, Qaïs Saïed avait annoncé le 25 juillet un péril imminent pour limoger le Premier ministre, suspendre les activités du Parlement et reprendre en main le pouvoir judiciaire. Et demain débutera la visite d'État très attendue du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Tunisie. Celle-ci qui vient dans un timing important, marqué notamment par une conjoncture critique en Tunisie. Le président Saïed, qui a pris des décisions importantes le 25 juillet, a prononcé hier un discours crucial. Des mesures déterminantes pour l'avenir de ce pays maghrébin ont été annoncées, principalement l'organisation d'une consultation populaire et le maintien du gel du Parlement, ainsi que l'accélération du processus de lutte anticorruption. Premièrement, le Conseil parlementaire reste suspendu ou gelé jusqu'à l'organisation d'élections. Deuxièmement, l'organisation d'un référendum de consultation populaire à partir du 1er janvier. La Tunisie, qui traverse une crise multidimensionnelle, vit depuis un peu plus de 5 mois dans une situation d'exception, motivée par la volonté de l'exécutif au sauvetage de l'État national menacé dans son intégrité. Si des volontés manifestes d'isolation de ce pays voisin se sont fait ressentir sous l'action de certains acteurs régionaux, l'Algérie a pour sa part maintenu une ligne de soutien indéfectible à ce pays frère, motivé par un lien historique profond. Pour preuve, les nombreuses visites du chef de la diplomatie algérienne afin de rassurer l'opinion tunisienne sur l'intention d'Alger d'apporter son appui à une sortie de crise dans un climat d'entente cordiale. Le Premier ministre, ministre des Finances algérien Ayman Ben Abdelrahman, a pour sa part effectué dernièrement une visite de travail où il a exprimé le désir d'Alger d'approfondir le partenariat avec Tunis dans tous les domaines. Nous travaillons comme gouvernement à concrétiser ces orientations jusqu'à arriver à la perspective prévue de complémentarité et d'intégration stratégique, et surtout dans l'approfondissement de la coopération entre nos deux frères au pays et notre seul peuple. Nous avons déjà bien avancé et nous sommes en finalisation des accords dans les secteurs commerciaux économiques, dans l'énergie, l'industrie et les travaux publics. La visite du président Abdelmadjid Tebboune ouvrira certainement de nouveaux horizons dans l'approfondissement de la coopération stratégique maghrébine, arabe et africaine dont l'axe Alger-Tunis constitue un point d'ancrage historique. La conseillère du secrétaire général de l'ONU, l'américaine Stephanie Williams, est de retour en Libye. Elle est arrivée dimanche à Tripoli pour soutenir la tenue des élections prévues le 24 décembre. Dans un communiqué publié sur son site, la mission d'appui des Nations Unies en Libye s'est félicitée de l'arrivée de la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Stephanie Williams, qui travaillera avec les acteurs libyens pour les aider à maintenir l'élan créé pour les élections nationales par le taux de participation sans précédent sur les listes électorales, la distribution réussie des cartes d'électeurs et l'enregistrement d'un nombre élevé de candidats présidentiels et parlementaires.
Au Soudan, la rue ne décolère toujours pas. Une nouvelle manifestation a eu lieu hier dans la capitale Khartoum pour protester contre le gouvernement mis en place le 25 octobre dernier. Un gouvernement jugé militaire par les manifestants qui exige l'installation d'un gouvernement civil. Le Premier ministre Abdullah Hamdouk est lui au cœur des critiques, réhabilité par le général El Burhan. Il est accusé de trahison par les manifestants. Les autorités ont promis un gouvernement formé de civils, mais l'annonce n'a toujours pas été faite. Le nouveau Premier ministre burkinabé Lassina Zerbo a formé sa nouvelle équipe gouvernementale hier dans la soirée. Elle est composée de 25 membres contre 34 pour l'ancien gouvernement. Cette équipe resserrée enregistre le départ de 19 ministres et la création de nouveaux ministères. Pour rappel, Lassina Zerbo a été installé au poste de Premier ministre du Burkina Faso après la démission du gouvernement sous le feu des critiques suite à sa gestion de la crise sécuritaire que traverse le pays. Depuis un an, l'Éthiopie fait face à un conflit qui vient perturber non seulement la croissance réalisée par ce pays, mais aussi les réformes modernistes engagées depuis l'arrivée au pouvoir d'Ahmed Abiy. L'Éthiopie est tiraillée de l'intérieur. Les conséquences et les enjeux sont colossaux. Tinhinen Makassi. Ahmed Abiy arrive au pouvoir après une révolte populaire conduite par l'ethnie des Omoro, ethnie marginalisée du pouvoir, mettant fin ainsi au règne de l'ethnie des Tigréens sur le pays, qui ne semble pas accepter le bouleversement de rapports de force. L'ancien régime qui a dirigé pendant plus de 28 ans a été, n'est-ce pas, le produit du plan occidental. Et on voit très bien le dernier Premier ministre qui était, n'est-ce pas, le porte-étendard du néocolonialisme en Éthiopie. Fraîchement élu, Ahmed Abiy se lance dans de grandes réformes de modernisation, mais surtout d'unification de l'Éthiopie, ou comme il le qualifie, pan-éthiopienne. Cette nouvelle vision du Premier ministre éthiopien n'arrange pas l'Occident, qui voit une perte d'influence, surtout que le gouvernement actuel affiche son amitié avec la Chine. Il ne faut pas que les Éthiopiens tombent, n'est-ce pas, dans cette manipulation-là communicationnelle. Parce qu'on a tous l'impression, et on le voit, c'est même pas une impression, c'est une certitude, que les États-Unis et l'Union européenne usent de la manipulation communicationnelle et politicienne. C'est un gouvernement, un régime qui essaye d'appeler à l'unité du pays, qui accepte à décrisper l'atmosphère sociopolitique éthiopienne, qui est condamné. La situation actuelle en Éthiopie inquiète les panafricanistes, qui craignent d'y voir une escalade de violence, accompagnée d'interventions étrangères ou d'un conflit qui impliquera plusieurs pays de la région. Moyen-Orient, l'Arabie saoudite qui se dit prête à reconnaître l'entité sioniste à condition que cette dernière respecte les accords de l'initiative arabe pour la paix de 2002 qui stipule que l'entité sioniste doit mettre fin à l'occupation des territoires envahis en 1967. Les détails avec Safwan Ben Sabri. L'Arabie saoudite se dit prête à normaliser ses relations avec l'entité sioniste sur la base de l'initiative arabe de paix de 2002. Dans une interview accordée au journal Arab News Daily, basé à Riyad, Abdallah Al-Muallimi, représentant permanent du royaume auprès des Nations Unies, a déclaré que Riyad était attaché à l'initiative arabe pour la paix, qui appelle à la fin de l'occupation sioniste de tous les territoires arabes occupés en 1967 et à la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, en échange de la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Il a ajouté que dès la mise en œuvre des dispositions de l'initiative, l'entité sioniste sera reconnue non seulement par l'Arabie saoudite, mais aussi par l'ensemble du monde musulman, les 57 pays de l'Organisation de la coopération islamique. Le mois dernier, les médias sionistes ont rapporté qu'une délégation d'une vingtaine de dirigeants juifs américains s'était rendue en Arabie saoudite et y avait rencontré de hauts responsables de la maison royale saoudienne dans le but de se pencher sur les possibilités d'établir des liens entre Riyad et Tel Aviv. Pour rappel, l'entité sioniste a occupé Jérusalem-Est pendant la guerre des 6 jours en 1967 et a annexé la ville entière en 1980, une décision qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.
Le variant Omicron fait sa première victime. Une personne contaminée par Omicron est décédée au Royaume-Uni, d'après le Premier ministre Boris Johnson. Malheureusement, Omicron génère des hospitalisations et il a été confirmé qu'au moins un patient est décédé des suites d'une contamination. Ce sont là les déclarations du Premier ministre lors de la visite d'un centre de vaccination à Londres. A rappelé que le Premier ministre mise actuellement sur une campagne de rappel vaccinal massive pour freiner la propagation du variant. Boris Johnson, justement, embarqué dans une série de scandales sur sa gestion de la pandémie, qui affronte aujourd'hui la colère de sa majorité à l'occasion d'un vote qui s'annonce houleux sur le tour de vis opéré face à la flambée du variant Omicron. Le Premier ministre britannique est contesté au sein même de ses propres rangs. Plus de détails avec Neila Hamouda. Sous le feu des critiques, Boris Johnson est pointé du doigt pour sa gestion de la pandémie. Les députés de la Chambre des communes voteront le plan B dévoilé jeudi dernier par le Premier ministre et qui recense une série de mesures très strictes destinées à limiter l'extension du variant Omicron. Plus de 70 conservateurs sur 361 ont fait savoir qu'ils voteront contre les propositions de leurs dirigeants. Ces derniers jugent ces restrictions de draconiennes, discriminatoires, voire disproportionnées. Cette révolte, aussi importante soit-elle, ne semble pas empêcher les nouvelles mesures d'être adoptées, le Labour ayant déjà annoncé qu'il votera avec le gouvernement. Le Sunday Mirror a publié dimanche une photo de Boris Johnson lors d'une fête de Noël à 10 Downing Street le 18 décembre 2020, à une époque où les Britanniques étaient priés de limiter à l'extrême leur interaction sociale. Pour rappel, Boris Johnson a annoncé de nouvelles restrictions afin de limiter la propagation du virus. Il s'agit du port du masque en intérieur, test quotidien pour les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec une personne infectée, isolement, passe sanitaire obligatoire dans les grands événements et une forte campagne d'accélération de la vaccination. Le Royaume-Uni est l'un des pays d'Europe les plus touchés par le variant Omicron. Il est confronté à un raz-de-marée de cas. Pas moins de 200 000 personnes ont été infectées par ce nouveau variant. Et ce variant, justement, qui se propage plus vite que prévu en Europe, malgré toutes les restrictions imposées par les États afin de ralentir sa propagation. Au Royaume-Uni, c'est un raz-de-marée qui est attendu selon le Premier ministre Boris Johnson. Omicron, qui représente plus de 20% des cas en Angleterre, en France aussi, alors que 67 cas de contamination étaient jusque-là détectés en une journée, celle de lundi. On a vu au moins 133 cas détectés. Il est à noter également qu'un premier cas Omicron a été détecté en Algérie, d'après l'Institut Pasteur. Les sanctions tombent à l'encontre de la société militaire privée russe Wagner. 8 personnes et 3 sociétés sont visées. Les sanctions consistent en une interdiction de visa pour les personnes et le gel des avoirs dans l'Union européenne. Le groupe Wagner est accusé d'avoir recruté, formé et envoyé des agents militaires privés dans des zones de conflit du monde entier afin d'alimenter la violence, de piller les ressources naturelles et d'intimider les civils en violation du droit international, notamment du droit international des droits humains, d'après un communiqué de l'Union européenne. Demain, mercredi, le président chinois Xi Jinping s'entretiendra avec le président russe Vladimir Poutine au cours d'une réunion virtuelle visant à consolider et à renforcer les relations sino-russes. Xi Jinping et Vladimir Poutine évoqueront le développement des liens bilatéraux au cours de l'année écoulée et les résultats obtenus grâce à la coopération bilatérale. Ils planifieront également le développement des liens pour l'année à venir. Les deux dirigeants aborderont aussi les principaux problèmes internationaux et régionaux de préoccupation commune, d'après le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Et puis aux Pays-Bas, 4 partis ont conclu lundi un accord en vue de former une coalition gouvernementale dans le pays qui permettra au Premier ministre Mark Rutte d'effectuer un 4e mandat, mettant un terme à près de 9 mois de négociations. Le VVD, le D66, le CDA et Christian Uni, les conservateurs, sont parvenus à un texte d'accord qui sera présenté au Parlement demain, mercredi. Les négociations entamées après les élections législatives
mi-mars auront duré 271 jours, un record pour ce pays. Mark Rutte, Premier ministre depuis octobre 2010, est démissionnaire depuis janvier à cause d'un scandale lié aux allocations familiales, mais continue de gérer les affaires courantes du pays. Un séisme de magnitude 7.3 a frappé aujourd'hui les petites îles de la Sonde à l'est de l'Indonésie. D'après l'Institut américain USGS, le tremblement de terre s'est produit à 3h20 à une profondeur de 18,5 km dans la mer de Flores, à une centaine de kilomètres de la ville de Momer. Une alerte au tsunami a alors été lancée dans un rayon de 1000 km autour de l'épicentre avant d'être finalement levée. Aucun dégât majeur n'a été rapporté. Mais les autorités ont appelé à la prudence alors que plus d'une dizaine de répliques ont été enregistrées. Il pensait frapper des membres de l'organisation État islamique au Khorasan et supprimer une menace imminente d'attentat. Il s'agissait finalement de civils afghans. Les militaires américains responsables de la frappe de drone à Kaboul ne seront finalement pas poursuivis. Annonce faite par le Pentagone. Cette frappe qui avait tué 10 civils afghans avait été menée la veille d'un retrait américain d'Afghanistan intervenu le 30 août après 20 ans de présence dans le pays. Il n'y avait pas d'éléments suffisamment solides pour retenir des responsabilités personnelles. D'après le porte-parole du Pentagone, John Kirby, ce qu'il s'est passé, c'est un dysfonctionnement du processus de décision et d'exécution et ce n'est le résultat ni d'une négligence, ni d'une faute, ni d'un mauvais commandement, a ajouté le porte-parole. Environ une centaine de personnes sont mortes à la suite des tornades ayant ravagé le centre et le sud des États-Unis. Une trentaine de tornades a traversé 5 États américains et a laissé sur son passage un paysage de désolation sur des centaines de kilomètres. Le phénomène météorologique hors norme plutôt est l'une des pires séries de l'histoire du pays selon le président américain Joe Biden qui a qualifié les dégâts d'inimaginables tragédies. Amel Amiziane Zitouni. Maisons effondrées, enchevêtrements de gravats, véhicules renversés, arbres arrachés. Le Kentucky, mais aussi les États du Missouri, de l'Illinois et de l'Arkansas ont été violemment frappés par une trentaine de tornades vendredi soir et samedi matin. Le bilan total à travers les États-Unis est désormais à au moins 94 morts, dont 74 dans l'État du Kentucky. Ce nombre va dépasser la centaine selon le gouverneur Andy Beshear, qualifiant la série de tornades de la plus mortelle de l'histoire du Kentucky. C'était un monstre nocturne qui a ravagé tout sur son passage sur plus de 350 km des forêts de l'Arkansas au vallon du Kentucky. C'est dans cet état, dans la ville de Mayfield, que les dégâts sont les plus considérables. Le cœur de la ville ressemble à un tas d'allumettes et le nombre des morts est le plus lourd. Les autorités du Kentucky exprimaient un relatif soulagement lundi d'avoir retrouvé vivants une centaine d'employés d'une usine de bougies détruite. Les agences fédérales de réponse aux catastrophes ont déjà commencé à être déployées sur place, a affirmé Joe Biden, et qui a promis que l'État fédéral ferait tout ce qu'il peut pour aider. Il compte se rendre sur place dès que possible. On va parler économie. À présent, la zone de libre-échange africaine permettra à l'Algérie de passer à de l'importation plutôt à la fabrication locale pour satisfaire les besoins de la demande intérieure et préserver la production nationale. De ce fait, l'Algérie ambitionne d'exporter environ 100 milliards de dollars vers les différents marchés africains. Mohamed Wali Ben Chaben. 6 mois après l'entrée en vigueur de l'accord de la zone libre-échange interafricain, l'Algérie révèle ses intentions pour la concrétisation de ce projet avec ambition d'exporter environ 100 milliards de dollars vers les différents marchés africains, essentiellement des pays voisins. Actuellement, les estimations des experts prévoient que l'entrée en vigueur de l'accord de la ZLECAf pourrait générer environ 3 milliards de dollars. Si on prend seulement 1% de cette valeur, ça nous fera 30 milliards de dollars. Si on prend seulement 0,5% de cette valeur, ça nous fera 15 milliards de dollars. Donc cela est un grand défi.
La part de l'Algérie dans ce marché fructueux est considérable, ce qui va permettre de placer le pays dans un axe de transition dans le commerce extérieur, avec un objectif de dépasser les exportations en or et hydrocarbures avec une croissance de 6%. Tous les indicateurs économiques sont positifs. Les exportations hors du secteur des hydrocarbures sont excellentes. En fait, on ne parle pas des hydrocarbures, mais ce qui nous intéresse, c'est une vraie économie. L'essentiel est que nous soyons productifs. C'est un honneur de le dire que notre balance commerciale est aujourd'hui positive. Espérons d'ici fin décembre qu'elle sera plus forte. Donc ce sont des indicateurs positifs pour se lancer en 2022 dans une véritable réforme économique. C'est-à-dire, en fin du dernier trimestre de 2021, le taux de croissance s'élèvera à 6%. Les autorités algériennes envisagent de mettre en place des mesures de facilitation en faveur des exportateurs pour les accompagner afin de pénétrer les marchés de l'AZELCAF pour un montant de 3,4 milliards de dollars. Les startups, ces entités économiques qui prennent de plus en plus de poids dans l'économie algérienne, elles suscitent un intérêt croissant de la part des consommateurs algériens. Leur image est justement projetée au grand public à travers une première participation remarquée à la 29e édition de la foire de la production algérienne. On écoute à ce sujet le ministre chargé du secteur, Yassine Ouelid. Les startups s'inscrivent pleinement dans les efforts nationaux de diversification de l'économie nationale, de modernisation de l'économie nationale. Aujourd'hui, on a une forte présence des startups dans cette édition du Salon national de la production. Algeria Venture, donc, qui est l'accélérateur de startups qui dépend de notre ministère, a pris en charge pour le compte des startups les frais. Pour cette première participation, c'est vraiment une première. Et on va aborder le sujet d'Algerian Venture juste après ce sujet où on revient à la foire de production nationale, une 29e édition donc qui se déroule à la SAFEX. Nous venons de le voir, surprise pour cette édition, la participation pour la première fois des startups. Khaireddine Battash leur a rendu visite, on regarde. Zoom sur les startups au deuxième jour de la foire de la production algérienne où pas moins de 50 exposants ont élu domicile au pavillon qui leur est dédié. Ambiance découverte du côté du public, prospection pour les initiés. Donc Joomla Trade, c'est une plateforme de vente et achat en gros destinée aux producteurs, grossistes, distributeurs et acheteurs en gros. Plateforme de courtage à l'international, spécialisée en agroalimentaire dans un premier temps. Elle permet aux entreprises de vendre et de mettre en visibilité leurs produits. Star de l'économie depuis l'avènement de l'Algérie nouvelle, ces jeunes pousses en pleine maturation trustent tous les regards et font l'objet d'un intérêt particulier de la part du gouvernement algérien. Sont partie intégrante de l'économie nationale et ont une vraie valeur ajoutée. Elles ont, de ce fait, toute notre attention en ce qui concerne les préoccupations et les problématiques auxquelles elles font face. Et ce, afin que cet écosystème puisse rapidement se développer et s'exporter à l'international. Et en même temps intégrer pleinement le marché national dans le cadre d'une approche économique globale. On dissocie souvent le concept de start-up de celui d'une entreprise classique par sa capacité à trouver des solutions innovantes à des problèmes insolubles, quel que soit le secteur ciblé. Preuve à l'appui. Fatora est un logiciel de facturation en ligne et en hors ligne. La valeur ajoutée de la start-up, c'est qu'elle permet aux entrepreneurs algériens une fluidification de la procédure de facturation ainsi que la génération des G50. Nous sommes une solution intelligente qui se considère comme un trait d'union numérique entre le gérant et le comptable en externe et toute l'institution fiscale algérienne. Un engouement sans précédent accompagne la hype start-up qui s'est abattue sur l'Algérie durant les dernières années. Les idées de projets pullulent. التكنولوجيا احنا spécialisé dans tout ce qui est يعني من الاسم نقدروا نعرفوا technologie donc tout ce qui est processus de digitalisation ou principalement dans la robotique aussi. Les startups algériennes vous ouvrent grand les portes de leur univers jusqu'au 25 décembre au Palais des Expositions SAFEX. On va rester sur le même sujet avec notre invité ce soir, Monsieur Sid Ali Zerouri, directeur général de Algerian Venture. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir.
Donc Algerian Venture ou Aventure, qui propose des programmes de coaching et de formation au profit des startups, qui organise également des appels à candidature pour sélectionner les projets les plus viables économiquement et donc accompagne les startups durant toute la période d'accélération. Plutôt, c'est bien ça. Tout à fait. Au fait, Algerian Venture, c'est un accélérateur de startups. D'ailleurs, le premier accélérateur de startups en Algérie, donc, qui offre donc, des sessions de coaching, d'accélération, parce qu'une startup a besoin de maturation et de pouvoir vendre son produit et surtout d'être financé pas qu'à travers les mécanismes qui ont été mis à leur disposition. À titre d'exemple, ASF, Algeria Startup Fund, qui est là pour les accompagner pour l'amorçage, mais aussi à travers la connexion à des investisseurs, des réseaux d'investisseurs, ce qu'on appelle angel investors, et aussi des VC, des capital riskers. Donc, c'est des groupes d'investisseurs qui peuvent aller à des centaines de millions de dollars. Et Aventure qui n'est pas juste présente à Alger, qui est présente dans différentes villes du pays? Tout à fait. Au fait, aujourd'hui, Algerian Venture, parce que l'Algérie, c'est pas Alger, c'est ce que je répète à chaque fois. Donc, Algerian Venture, aujourd'hui, headquarter, donc le siège est basé à Alger, à Dunia Park, et aussi donc à travers des partenariats, et donc on marque des présences là où éventuellement pas d'autres incubateurs ou potentiels incubateurs peuvent exister. Aujourd'hui, on a un partenariat, donc on est présent à Oran et bientôt sur là à Constantine. Et les startups qui sont de plus en plus confrontées à la problématique des normes universelles lorsqu'elles veulent exporter leurs produits ou leurs services, comment est-ce que vous accompagnez les startups pour qu'elles puissent justement exporter finalement leurs startups et devenir scalables, comme on dit? C'est exactement parfait. Merci pour la question qui est pertinente. En fait, une startup, pour qu'on puisse dire que c'est une startup viable, il ne faudrait pas qu'elle se focalise sur le marché national. Il faudrait qu'elle s'exporte et sache exporter ses solutions et produits. Et aussi, il y a une idée perçue, c'est qu'une startup, ce n'est pas qu'une plateforme. Aujourd'hui, à travers l'exposition à la foire et la participation à la foire de production nationale, il y a des startups qui offrent des produits palpables. On a vu des machines, des boîtiers électroniques, de la robotique et des solutions. Et donc, ces startups-là, on les aide en les connectant à des réseaux internationaux donc d'investisseurs et d'autres qui font la promotion des écosystèmes pour pouvoir exporter leurs solutions, qu'ils aient plus de visibilité à l'international. Et on fait des séances donc, de levée de fonds. Et on a des startups aujourd'hui qui sont en train de vendre des solutions en Europe et ils sont basés ici en Algérie. Et justement, votre participation aujourd'hui à la foire de production algérienne qui vous offre une médiatisation, qui vous offre une visibilité aux yeux du grand public. Aujourd'hui, comment plutôt est-ce que cela va impacter justement l'économie algérienne en mettant en avant justement les startups? En fait, la start-up de par le monde, aujourd'hui, elle participe à la révolution des économies. En fait, on ne parle plus des industriels, on va dire, qui font de l'automobile ou qui font de la fabrication, on va dire, classique, de transformation de produits. Aujourd'hui, on ajoute la valeur ajoutée, c'est la connaissance. Et les startups ont cette connaissance et cette innovation. Les économies mondiales les plus puissantes sont portées par des startups. On entend parler des GAFA. Et aujourd'hui, les 100 premières startups valorisent 3 trillions de dollars. C'est un chiffre imprononçable. Donc, on n'imagine pas l'ampleur que peuvent porter ces startups-là. À travers justement la participation à la foire, aujourd'hui, on permet donc aux startups d'être plus visibles. On leur permet aussi d'être accessibles, parce que généralement, ils font plus de B2B que de B2C. Et là, ils sont exposés à leurs pairs, par les autres entreprises et producteurs, pour aussi de l'open innovation. C'est des solutions et des problématiques auprès de ces industriels-là qui sont en train de souffrir, même avec leur département de recherche et développement. Parfois, ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Et grâce aux startups et leur génie, aujourd'hui, ils sont exposés à eux. Ils peuvent leur montrer, voilà, notre valeur ajoutée. Et pourquoi pas fusionner les deux? On en a vu des situations là où des entreprises, ils ont absorbé ce qu'on appelle merger et acquisition. Ils ont absorbé des startups pour, allez, occupez-vous de ce volet-là. Et nous, on se focalise sur notre savoir-faire. Excellent. Merci, Monsieur Sidali Zoloré. C'est moi qui vous remercie. Je le rappelle, vous êtes directeur général de Algerian Venture.
On va continuer à parler économie avec la Sonatrach et Eni qui annoncent la signature de 2 accords relatifs au domaine des hydrocarbures et à la transition énergétique. Ces accords ont été signés par le président directeur général de la Sonatrach, Toufer Hakar, et le CEO d'Eni, Claudio Descalzi, et ce, en présence du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Rabe, et de son Excellence l'ambassadeur d'Italie à Alger, Giovanni Puglis. Des accords sont importants quand même lorsqu'on parle d'un investissement de 1,4 milliard de dollars, dont presque 1 milliard de dollars d'investissement étranger direct en Algérie. C'est très important, surtout les 3 prochaines années. Il va créer de l'emploi certainement. On va faire travailler les sociétés nationales exclusivement. Donc, on ne va pas s'appuyer sur d'autres sociétés étrangères pour développer ces périmètres. Donc, on va s'appuyer sur les sociétés nationales, notamment nos filiales, qui ont beaucoup d'expérience. Ils ont quand même une excellente relation avec Sonatrach et Eni. Ils ont déjà réalisé des projets pour l'association. C'est très important pour nous. Produire 45 000 barils équivalent pétrole, c'est quand même très important. C'est très peu aujourd'hui de périmètres qui nous donnent cette production. Ça va certainement conforter les revenus de l'Algérie, notamment avec l'augmentation des prix. Un projet sur lequel on a déjà signé notre accord. On est rentré dans les détails dans cet accord sur la partie hydrogène vert et hydrogène bleu. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels on va travailler. Comme je dis pendant mon discours, on va travailler et on va partager des technologies qui sont déjà à mûr, nous sommes en train d'utiliser, et on va les partager avec Sonatrach pour les mettre à disposition de l'Algérie. Sport, football avec la Coupe arabe. 2 matchs avant la finale. L'Algérie jouera le Qatar et la Tunisie sera face à l'Égypte. Plus de détails sur le dernier carré de la Coupe arabe avec Salah Faisal. Elles seront disputées ce mercredi afin d'arracher les 2 tickets pour la finale. 4 équipes pour le podium. Le Qatar, pays hôte, s'est qualifié en demi-finale en battant les Émirats Arabes Unis sur le score de 5-0. Une large victoire d'Al Nabil le place en demi-finale face aux champions d'Afrique, l'Algérie dirigée par Majid Bouguerra. La qualification des Verts n'a pas été facile. Le 11 national a joué le Maroc en quart de finale et il fallait attendre les tirs au but 5-3 pour l'Algérie après un score de 2-2 jusqu'aux prolongations. Algérie-Qatar, l'affiche se jouera un mercredi soir. Dans la deuxième affiche, la Tunisie jouera contre l'Égypte. 2 équipes qui ont... Alhamdoulilah, tout le monde est prêt. Bagdad a eu le feu vert. Belali, pareil, aucun souci. Il a fait les examens juste après le match. Alhamdoulilah, tout se passe bien. Aucun blessé. J'ai l'équipe au complète. Donc tout le monde est prêt, Inch'Allah, pour cette belle rencontre. Algérie-Qatar, l'affiche se jouera un mercredi soir. Dans la deuxième affiche, la Tunisie jouera contre Jordanie 3-1 après prolongation. Pour la sélection égyptienne, je pense qu'on connaît tous les détails sur cette équipe. Et si on veut aller en finale, on est obligé de jouer notre jeu et imposer notre style. Je pense que c'est ça notre atout. 3 nations africaines, une asiatique pour le titre du champion de la Coupe arabe Qatar 2021. On va revenir rapidement à la foire de production algérienne où un pavillon a été consacré à l'artisanat, l'occasion de découvrir la variété des produits locaux, faits main et variés. Emira Bedjaï a fait un tour. Dans cette exposition multisectorielle à la 29e édition, l'artisanat n'a pas manqué au rendez-vous. Au pavillon U, à la foire d'exposition en Alger, on retrouve plusieurs exposants du secteur artisanal qui présentent leurs produits. Pour leur raffinement et leurs couleurs, les bijoux algériens sont très connus à l'échelle régionale mais aussi appréciés dans le monde. Tazrout Linda nous parle de son métier d'artisan bijoutier et de l'importance de l'artisanat dans l'industrie de l'Algérie. Je suis là comme créatrice de bijoux. Transmettre mon amour à travers le bijou pour toutes les femmes. Mon souhait, c'est de faire connaître notre culture de bijoux berbères, notre culture de corail à l'échelle locale, à l'échelle nationale.
d'abord, et puis faire connaître notre travail, notre culture, notre travail artisanal sur l'échelle internationale. Je vois que l'artisanat, il est le soutien de l'économie algérienne. Faire valoriser notre économie, faire valoriser le travail de l'artisan à travers l'artisanat. L'artisanat algérien puise sa richesse de l'histoire ancestrale du pays, mais aussi dans le savoir-faire des artisans qui apportent toujours du renouveau. Cette foire de la production algérienne est une occasion de rencontre entre les professionnels du secteur artisanal d'un côté et de l'autre, une approche au public algérien. Toujours est-il, l'artisanat est le produit Made in Algérie par excellence et restera l'ambassadeur de la culture algérienne à l'échelle internationale. Et on va parler cinéma avant de se quitter avec le film documentaire Le Musée du réalisateur algérien Djamel Bacha qui a décroché le prix du meilleur film documentaire à la clôture du 5e Festival international du cinéma El Aouda organisé en Palestine. Produit en 2018, le film documentaire primé raconte l'histoire d'un collectionneur d'objets d'art anciens dont la maison est devenue au fil du temps un véritable musée qui attire chercheurs et amoureux du patrimoine amazigh. Cette 5e édition du festival a été marquée par la participation de 77 films de 42 pays. La 6e édition est prévue le 15 mai 2022 à l'occasion de l'anniversaire de la Narba. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Amazienne Zitouni. D'ici là, passez une excellente soirée sur A24 News.